Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. On se souvient des images absolument incroyables du déraillement de train en plein quartier résidentiel à Repentigny. Ben là, il y a le Bureau de la sécurité des transports qui a dévoilé les résultats de l'enquête préliminaire là-dessus. Et ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu plusieurs anomalies sur la voie ferrée. Il y avait des pièces de métal qui servaient essentiellement à empêcher les rails de glisser sous le poids des trains. C'était manquant, c'était déplacé. On a remarqué aussi des marques de frottement anormales. Alors là, on regarde ça, ça peut quand même surprendre. Alors, on va voir ce qu'en pense Denis Allard, qui est président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire et expert en infrastructure ferroviaire. Bonjour, M. Allard. Bonjour à tous ce matin. J'ai vu les images hier matin, dès que la nouvelle est sortie. Oui. Et je les ai vues, ces images-là, sur Internet, là, je vous le dis. Sauf que on a adopté une loi au début des années 2000, qui est la loi sur la gestion qui remet aux compagnies financières le droit de déterminer la vitesse des trains. Or, présentement, le gouvernement fédéral, le ministre des Transports, l'Office des Transports ne peut plus rien faire. C'est les compagnies financières qui déterminent la vitesse des trains selon l'état du réseau. Quand je vois les systèmes qui ont été détectés par le BST, je vois venir les gens du BST. Ils veulent comparer leur inspection aux inspections qui ont été faites par le CN avant le déraillement. Là, le CN va être obligé de dire au Bureau de la sécurité des transports quelle a été la date de la dernière inspection, qu'est-ce que les employés du CN ont noté lors de leur inspection. Ils vont comparer ça avec l'inspection du BST. Non. Si les employés du CN ont mis les items, ben, eux autres, il n'y a pas de problème, ils ont fait leur job. Par contre, s'il manque des items sur les inspections, là, il va y avoir un doute sur la qualité des inspections qui ont été menées par la compagnie de chemin de fer. Quand la compagnie de chemin de fer, elle, quand elle reçoit ses inspections, quelle action elle prend suite à ça? Est-ce qu'elle engage des crédits pour améliorer la voie ferrée? Alors, c'est certain que tout ça, là, les taux se resserrent autour des inspections qui ont été faites par la compagnie de chemin de fer avant le déraillement et par le Bureau de sécurité des transports au cours des derniers jours. Mais comme j'expliquais à vos collègues hier dans les autres CTVA, tant que l'enquête du VST n'est pas finie, on ne sait pas quel autre élément pourrait s'ajouter à l'enquête. Ouais. Non, je comprends toute la notion aussi de quelle est la responsabilité, est-ce qu'on a fait des inspections suffisantes, mais dans le concret, là, tu sais, quand on dit qu'il y a des pièces de métal qui servaient à empêcher les rails de glisser, qui étaient manquantes, qui étaient déplacées, puis que là, que la chaleur extrême aurait pu contribuer au désalignement des rails. Nous autres, on regarde ça de l'extérieur, M. Allard, puis on dit, oui, ça aurait pu être une tragédie encore plus grande. Avez-vous votre regard d'expert là-dessus, là? Bon. Qu'est-ce que ça dit? Alors, dans les images qu'on voit, si cette configuration se répète à plusieurs reprises, c'est certain, il y a un problème. Mais s'il y a seulement un endroit sur la ligne où on a ça, c'est un cas exceptionnel qui peut se régler en dedans de quelques heures seulement. Quand on reçoit comme ça, quand il arrive un événement de cette, comme on a connu à Repentigny au cours des derniers jours, la logique voudrait qu'il y ait un ordre de ralentissement, qui est une vitesse de train qui est inférieure à 25 000 à l'heure, qui semblait pas le cas présentement. C'est certain que la priorité pour la compagnie de chemin de fer, c'est de rebâtir la voie ferrée parce qu'il y a un train de passagers. Là, si on rebâtit pas puis si on permet pas la circulation, ça affecte aussi les trains de passagers vers Sainte-Terre et vers Saguenay. Alors, on est en haute saison touristique puis les passagers, c'est important. Est-ce qu'on peut empêcher la compagnie de chemin de fer d'attendre la fête du rapport? Non, je ne le penserais pas. À Lac-Mégantic, ça a été le même problème. Là. Il y avait le principal client qui était Tafida, il était tout obligé de transporter par camion, reconstruire la voie ferrée, c'était important à ce moment-là. Imaginez, ils ont été 1 mois sans le service de chemin de fer, tout le trafic de Tafida est envoyé par camion vers Sherbrooke. C'est du problème. Mais là, d'après ce que je peux voir, la compagnie de chemin de fer aurait intérêt à, au cours des prochains jours, à réduire les vitesses des trains, si à ce que les éléments qui ont été découverts par le BST soient corrigés. Alors, ce qui a été découvert par le BST et qui a été discuté hier, est-ce que ça a été corrigé? Je ne sais pas. Pas qu'on ne sait pas. Mais il y a une chose, c'est que la conclusion que j'ai tirée il y a une semaine, c'est la même que le CN a annoncé hier, c'est-à-dire qu'il y a eu une variation au niveau de la géométrie de la voie ferrée qui a fait que ça avait combiné la chaleur puis il y a plusieurs autres éléments aussi.
Ouais, vous aviez vu juste l'autre point d'interrogation, là. Est-ce que, dans le contexte actuel, est-ce qu'on ne devrait pas, surtout là, quand ça passe dans les quartiers résidentiels, lancer une vaste inspection, là? C'est certain qu'il est censé d'avoir des inspections régulières à chaque année. Mais comme je vous dis, quelle est la dernière fois où le CN a fait des inspections là-dessus? Et c'est pas le premier déraillement. Le déraillement de Repentigny, c'est le 3e, parce qu'il y en a eu 2 autres à l'Assomption. L'Assomption, c'est juste à côté, là. Là, c'est la même voie ferrée, la même compagnie de chemin de fer. Alors, qui s'occupe des inspections, puis qui s'occupe des suivis après les inspections? C'est là où se dirige l'enquête du BST présentement. Moi, j'avais prévu que ça prendrait environ 3 jours. Ils l'ont fait en 2 jours et demi pour remettre le travail, puis il faisait chaud. Il est certain que ces gens-là, ils ont sué, ils ont eu chaud. Mais au niveau de ce tronçon, il y a aussi un autre projet qui impacte cette voie ferrée-là, c'est le développement des trains de virage sur la Rive-Nord. On a besoin de détourner le trafic de Québec-Gatineau à cet endroit pendant une période de 1 an et demi, 2 ans, le temps de refaire à neuf la voie ferrée qui rentre par Laval. Alors, pour faire un investissement, c'est certain, sur cette ligne-là, il y a un important rapport produit par le Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, a été déposé le 19 juin, sur quelques jours seulement avant le déraillement, où on y va avec un plan d'immobilisation de 33 milliards de dollars pour Via Rail, qui était la première étape du TGV, c'est d'investir dans Via Rail, c'est d'améliorer ce qu'on possède, dont la voie ferrée qui passe par Repentigny. Ça. Est-ce qu'on va aller jusqu'à éliminer les passages à niveau? Ça, c'est une décision qui appartient au ministère des Transports, compagnie chemin de fer, parce qu'il y a un budget qui va avec ça. Et puis, selon le trafic qu'ils ont, les priorités, ils déterminent tout ça. Bon. Alors, je les laisse aller avec ça. Oui. Dans les autres hypothèses suggérées sur la messagerie, entre autres, on parle du mauvais entretien, mais d'autres disent des wagons trop lourds, trop rapides. Vous en pensez quoi? Il y a eu une évolution, effectivement, au niveau de la charge paresseuse des wagons. Je donne le meilleur exemple, c'est les wagons à poutrelle centrale qui transportent les matériaux de construction. Ça, là, quand c'est vide, c'est super léger. On l'a vu à Shawinigan au cours des derniers jours. Le train était ces wagons-là sont trop légers. Mais quand ils sont chargés, là, c'est l'effet contraire. La charge paresseuse est excessivement lourde. Ils sont très lourds. Alors, quand vous en avez toute une série d'affilés, là, 15, 20 wagons chargés de matériaux qui se suivent, c'est certain que ça fait une masse importante sur le train, selon l'endroit où se situent ces wagons-là par rapport à l'ensemble des autres wagons. S'il n'y a pas de répartition égale au niveau du convoi, il y a une problématique au niveau de la conduite du train. Je veux vous entendre aussi sur Mégantic, parce que là, on a franchi quand même une étape importante. C'est quand même 13 ans après la tragédie de Lac-Mégantic qu'on a finalement eu l'approbation de l'Office des transports du Canada pour la construction de la fameuse voie de contournement à Lac-Mégantic. Mais quand même, ça aura pris 13 ans. Pourquoi ça a été aussi long que ça? Les changements de gouvernement et un paquet de choses. Vous savez, au moment de la tragédie, c'était le gouvernement conservateur. Le gouvernement conservateur n'avait fait aucune étude, n'avait pas compensé les victimes. On fallait attendre l'arrivée de Justin Trudeau, du gouvernement libéral. Là, sous M. Garneau était ministre des Transports. Il a procédé à l'indemnisation des victimes. Et il y a eu aussi les études. Alors, la première étude qui a été commandée par le gouvernement libéral a confirmé le coût que j'avais fait en direct lors de la tragédie de Lac-Mégantic, qui était quelque chose comme 110, 120 millions. Eux autres sont arrivés à 115 millions. Alors, c'est quand même assez précis, l'étude que j'avais faite. Qu'est-ce qui a fait que les coûts ont augmenté? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés par après? C'est que la ville de Lac-Mégantic a reçu le pouvoir du gouvernement fédéral de reconstruire sans étude d'impact environnemental, mais il y avait un délai de prescription de 2 ans. Ce délai-là a été expiré. Alors, celui qui a fait les plans pour l'aménagement, M. Vallière, a expliqué à Mme Colette Roy-Laroche qu'elle se dépêchait à l'époque parce qu'il restait 1 an et demi pour le faire, mais la Mégantic a décidé de faire autrement. Ils se sont contentés de la reconstruction de la voie ferrée telle qu'elle est présentement au centre-ville. Maintenant, passer ce fameux délai de 2 ans-là, là, c'est des études d'impact environnemental qui entrent en ligne de compte. Et c'est là qu'il y a eu aussi la pandémie qui a joué un rôle sur le coût d'aménagement. Ça ralentit, en voulez-vous, en voilà. Et moi, je me souviens très bien qu'à partir du moment où la municipalité de Frontenac va en référendum et dit non, je n'en veux pas de voie de contournement, la voie de contournement perdait une partie de sa raison d'être. La seule hypothèse qui restait, c'était de ramener la voie ferrée dans le triangle, il y a eu le déraillement. Alors, qu'est-ce qu'on fait présentement? On se félicite d'avoir
de s'engager dans la construction de la voie de contournement, mais on ramène les trains dans le triangle où il y a eu le fameux déraillement. La compagnie chimentaire, son intention, elle, c'est quoi? C'est de ramener le train de pétrole. Alors, quand le train de pétrole va arriver dans le triangle où il y a eu le déraillement, quelle va être la réaction des gens de Lac-Mégantic? Je suis pas certain qu'il va y avoir un consensus là-dessus encore, là. Il n'est pas sorti au bout du bois. Sans compter, il y a un élément qui me fracasse énormément, là. L'Assemblée nationale du Québec aurait dû adopter un amendement de la loi de 1978 sur la protection du territoire agricole qui permet au gouvernement fédéral de bâtir des voies de TGV et la voie de contournement de Lac-Mégantic. C'est pas fait. Alors, il y en a qui se félicitent et qui pensent que tout est réussi. Non, il manque des éléments à rattacher à ce projet-là, je vous le dis. Moi, je connais des gens de Lac-Mégantic. Je connais quatre opinions différentes à Lac-Mégantic. Vous avez des gens qui veulent la voie de contournement, il y a des gens qui veulent sortir le train, vous avez les comités pour les victimes de Lac-Mégantic, vous avez des municipalités qui n'en veulent pas. Oui, de consensus, il n'y en a pas. Denis Allard, expert en infrastructure ferroviaire, merci beaucoup pour votre point de vue là-dessus.